Et notre invité ce soir est le général Didier Tauzin, général de division. Vous avez commandé le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le premier RPIMA. Vous êtes un ancien des forces spéciales. Vous avez participé aux opérations militaires au Rwanda. Mon général, quelle est votre réaction personnelle aux attentats islamistes à Paris? La France est-elle en guerre? Ma réaction personnelle, c'est-à-dire comme citoyen, d'abord, c'est la colère. Bien sûr, la colère de voir ces attentats, de constater ces morts, et aussi la colère devant l'impréparation, enfin, je dirais, le fait que ce soit produit tout simplement. Nous avons eu au mois de janvier déjà des attentats, nous étions en droit quand même, nous citoyens, d'attendre que notre gouvernement ait fait quelque chose de sérieux, de conséquent pour éviter ceci. Monsieur Hollande a osé dire, avant qu'on ait même identifié les agresseurs, nous les connaissons, et que n'a-t-on fait pour empêcher les attentats? Ça, c'est la première chose, la colère. Ensuite, pardon, votre question, c'était... Est-ce que la France est en guerre, tout simplement? Mais oui, bien sûr. Ce terme-là, oui, bien sûr, la France est en guerre. C'est une forme de guerre tout à fait nouvelle, évidemment. La guerre ne cesse d'évoluer avec les époques, avec les technologies, avec les idéologies, etc. Donc, c'est une nouvelle forme de guerre. Mais, dans une guerre, il faut désigner l'ennemi. Or là, on désigne Daesh. C'est simple, c'est facile, Daesh. Mais qui y a-t-il derrière Daesh? Eh bien, derrière Daesh, il y a le wahhabisme. Et ça, ni M. Sarkozy, ni M. Hollande, ni M. Valls, ni personne ne va le désigner. Parce que le wahhabisme, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec qui nous avons des contrats fabuleux, n'est-ce pas? Des contrats d'armement en particulier, et avec lesquels il y a d'autres arrangements. Par exemple, le Qatar nous aide bien à nos fins de mois, à partir du mois d'octobre, je crois. Et donc, il est très difficile de désigner un ennemi dont on dépend. À ce point. Mais si l'affaire prend de l'ampleur, il va être difficile, très difficile à nos gouvernants futurs, s'ils ne se démarquent pas de ces deux pays, de continuer la guerre. Et à un moment, ils seront pris en défaut. Imaginez que en France, on sache enfin que c'est le wahhabisme qui est derrière Daesh et derrière les islamistes qui font des massacres dans nos rues. Comment on va régir les présidents? Collusion avec l'ennemi, quelque chose comme ça? C'est infernal comme position. Vous avez vous avez vécu 4 guerres civiles, vous avez participé à de nombreux théâtres d'opérations militaires, vous avez bien sûr une énorme expertise. Est-ce que vous pensez que l'armée française est prête à cette épreuve qui est cette nouvelle forme de guerre, comme vous l'avez indiqué? Psychologiquement, indéniablement. Par les modes d'action, elle s'y prépare, elle s'y préparera, elle est au point. Par contre, ce qui manque indéniablement, ce sont les effectifs et les matériels. Nous avons aujourd'hui au Mali, par exemple, des véhicules de l'avant blindé qui ont 30 ans d'âge et qui ont servi sur tous les théâtres maintenant. Nous avons toutes sortes de matériels qui sont complètement dépassés ou obsolètes. Et nos soldats sont sous-équipés par rapport à d'autres armées. Et en plus, surtout, ils sont en nombre très insuffisant. Imaginez que la force opérationnelle terrestre, c'est-à-dire les opérationnels de l'armée de terre, c'est 66 000 hommes. Ça entre dans le Stade de France. Alors certes, M. Hollande vient de dire, nous n'allons pas supprimer tant d'hommes, etc. Il y a effectivement une remontée en puissance, mais c'est notoirement insuffisant. Et surtout, il y a un énorme retard à rattraper. Je me souviens encore, dans tout début des années 90, après la fin de l'URSS, M. Laurent Fabius, grand maître en démagogie, dire il faut maintenant tirer les dividendes de la paix. Comme si le monde avait jamais été tranquille. Non. Aujourd'hui, la France dépense 1,5% de son PIB pour les armées. L'armée américaine, les Américains, les Russes, etc. dépensent 3%. Nous sommes à la traîne et aujourd'hui nous sommes en guerre et c'est maintenant que ces armées, ces soldats nous feraient besoin et nous ne les avons pas. Est-ce que vous pensez, quand vous dites que nous n'avons pas les moyens de notre armée, est-ce que c'était nécessaire dans ce cas-là de l'engager dans les conflits en Syrie ? Je crois que c'est nécessaire non seulement d'avoir fait ce que nous faisons, même si c'est très peu de choses, par rapport à ce qu'il faudrait faire. On voit que les répliques, c'est énormément, c'est des attentats sur le sol national, c'est la réplique. Certes, mais en même temps, si vous voulez, le Daesh, c'est une sorte de cancer qui de toute façon serait venu sur le sol national. De toute façon, il serait venu chez nous. J'en suis intimement persuadé. D'autant plus que c'est Daesh est la réplique à notre engagement aux côtés des Américains en Irak
en 90, et puis en Libye aussi, par exemple. Hein. C'est ça Daesh. Hein. Et c'est aussi l'outil de l'impérialisme wahhabite, comme je disais tout à l'heure, qui a pour objectif d'islamiser l'Europe. Il ne faut pas se boucher les yeux. L'Europe aujourd'hui, c'est un ventre mou. C'est une zone de dépression démographique, de dépression, je dirais, religieuse, idéologique, de perte des repères, etc. C'est du pain béni, si je peux dire, pour les wahhabites. Hein. Donc, de toute façon, Daesh serait venu s'impliquer chez nous. Maintenant, il faut détruire Daesh. Il faut y aller militairement. Nous devons continuer cette opération. C'est vrai que François Hollande a annoncé un changement de stratégie militaire de la France, c'est un des aveux implicites de la politique qui a été menée par Laurent Fabius, son ministre des Affaires étrangères depuis 2012. Est-ce que vous validez cette stratégie militaire de la France, cette nouvelle stratégie militaire? Attendez, des aveux de Laurent Fabius, en France, il y a un chef. C'est le président de la République. Laurent Fabius, pardonnez-moi, n'est que ministre des Affaires étrangères. Le chef des armées, chef de guerre, c'est François Hollande. On n'est pas forcément très bien fourni en ce moment, hein, comme chef de guerre. Mais donc, c'est pas un désaveu de Laurent Fabius, c'est un désaveu de sa propre ligne et de la ligne de ses prédécesseurs, en particulier de Nicolas Sarkozy. Il décide un changement de stratégie sous la contrainte. Il y a eu des événements, il y en aura probablement d'autres. C'est une énorme émotion nationale et même mondiale. Donc il ne peut pas ne rien faire. Il ne peut pas. Il est obligé de... Est-ce vraiment un changement de stratégie? Il désigne Daesh, mais c'est facile, je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le wahhabisme qui est l'ennemi véritable. Le changement de stratégie, il veut une grande coalition centrée sur les Américains avec les Russes. Mais attendez, il ne faut pas se moquer du monde. Les Américains, ils sont alliés aux wahhabites depuis le pacte du Quincy, n'est-ce pas? C'était après-guerre, ou pendant la guerre. Il y a 70 ans passés maintenant. Ils sont alliés aux wahhabites d'Arabie Saoudite. Et c'est eux qui ont provoqué l'explosion du Proche-Orient. C'est eux qui l'ont provoqué. Ce sont quand même des alliés tout à fait, enfin je ne suis pas très à l'aise avec ces gens-là, qui évitaient de donner les informations, les renseignements, comme on dit, aux pilotes français pour aller bombarder Daesh, et encore quelques jours. Non, je ne fais pas une grande confiance aux Américains sur cette affaire-là. Je crois que le changement de stratégie devra aller beaucoup plus loin. Il faut, je l'ai dit, je répète, désigner l'ennemi, le wahhabisme. Il faut aussi quitter l'OTAN. L'OTAN est une machine qui n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus aucune justification défensive depuis la fin de l'URSS, c'est-à-dire 1990. Et aujourd'hui, ça ne sert plus qu'à légitimer l'impérialisme américain. Avec ça, nous pouvons très bien nous retrouver en guerre contre la Russie, en Ukraine, ou contre la Chine éventuellement. Si telle est la volonté des Américains. Il faut rompre avec l'OTAN. J'ai pas dit avec le peuple américain, qui est un peuple ami, c'est évident. Mais entre l'amitié et la vassalité, il y a une grande différence. Aujourd'hui, la France est vassale. C'est intolérable. Et ensuite, il faut non pas faire une alliance ferme, écrite, etc., mais il faut nous retourner vers la Russie, avec laquelle nous avons non seulement une communauté de civilisation très forte, très profonde, très ancienne. La Russie d'aujourd'hui n'est pas l'URSS. La Russie n'est pas ennemie de la France ni de l'Europe. La Russie a complètement changé depuis 30 ans, bientôt 30 ans. Donc, beaucoup de proximité de civilisation, beaucoup d'intérêts en commun, parce que si la Russie est intervenue en Syrie, c'est pas uniquement pour le port de Tartous. C'est aussi parce qu'elle a une menace islamiste sur son pays. Elle préfère donc aller chasser les islamistes russes et djihadistes russes en Syrie plutôt que d'avoir encore à le faire en Russie même. C'est quand même une stratégie totalement logique, celle-là. Donc nous devrions nous entendre avec les Russes, un partenariat avec eux pour détruire Daesh. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi arrêter le flot des migrants. Il est évident que parmi les migrants, il y a des djihadistes. Il est évident que ce flot de migrants va déstabiliser l'Europe. Il en entre 10 000 par jour, 3 600 000 par an. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Nous allons déstabiliser l'Europe. Il faut arrêter le flot des migrants. Donc, il faut aller mettre hors d'état de nuire les passeurs. C'est facile. Nous les connaissons. On connaît leur numéro de téléphone. Il faut tout simplement le vouloir. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut arrêter les flux d'armes, en particulier de Kalachnikov. Nous savons qu'elles viennent essentiellement du Kosovo.
Eh bien, il faut arrêter ces filières. Donc, vous voyez, toute une série d'actions. Il faut bloquer les côtes turques et libyennes, tant pis si les Turcs ne sont pas contents. Il le faut. C'est une nécessité de survie aujourd'hui pour l'Europe. Il faut essayer d'impliquer l'Europe derrière nous dans cette affaire, c'est évident. Et si l'Europe ne le veut pas, il faut le faire nous-mêmes, avec les gens qui le voudront, avec les Russes. Je pense que nous pouvons aussi nous entendre avec les Égyptiens dans cette affaire. Et enfin, il y a sur le territoire national. Sur le territoire national, il y a quantité de choses à faire. Vous avez commandé le premier RPIMA. Est-ce que vous pensez que dans une coalition que vous prenez avec les Russes en priorité, si j'ai bien compris, on peut faire l'impasse sur une intervention au sol? Est-ce que c'est réaliste? Aucune guerre ne peut se gagner sans intervention au sol. Ça savait les conséquences. Mais bien sûr, mais attendez, quand on fait la guerre, on prend des risques. On le sait. On le sait. Sinon, on ne se fait pas soldat. Hein? Sur des Occidentaux sur la terre d'islam. Vous savez Et alors Vous pensez que ça ne peut pas accroître le conflit? Mais pourquoi? Et il y a bien des chrétiens en terre d'islam, comme on dit. Et pourquoi terre d'islam? Pourquoi terre d'islam? Il y avait 10% de chrétiens dans cette région, en Syrie, en Irak, encore récemment. Maintenant, il n'y en a quasiment plus, du fait de Daesh, du fait du wahhabisme, du fait aussi donc de notre politique erratique à côté des Américains. Notre politique erratique du côté. Pourquoi terre d'islam? Il ne faut pas donner. Je dis bien, il ne faut pas donner. Et là, en cela, j'ai un appui, si je peux dire, de poids, en la personne de Kamel Béchik, que j'ai rencontré hier dans le train, en venant, et avec qui j'ai passé 1h30. Kamel Béchik qui me dit, entre autres choses, oui, je suis musulman, mais je suis d'abord français. Je suis d'abord français. Ouais. Et puis, la religion, c'est une affaire personnelle. Et puis, à force de dire il ne faut pas d'amalgame et de ne pas désigner l'ennemi, si on ne désigne pas l'ennemi, on aura de l'amalgame. Et puis, il faut des troupes, etc., etc. Musulmans. Donc, je crois qu'il faut ne pas donner dans l'idéologie des wahhabites le Dar el-Harb, la terre de la guerre, le Dar el-Islam, la terre de l'islam. Nous sommes chez nous ici, ils sont là-bas, et ici nous avons des musulmans, il peut très bien y avoir des chrétiens là-bas, il y en avait jusqu'à encore une date récente, je ne vois pas pourquoi on n'enverrait pas de soldats français sur place. D'autant plus qu'il n'y a pas que des musulmans et des chrétiens, il y a aussi les alaouites qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, il y a les druzes, etc. Alors, j'ai regardé... Par contre, pardonnez-moi, je vous en prie. On n'a plus des effectifs suffisants aujourd'hui, ça c'est clair. Alors moi, ce que je suggérerais volontiers, parmi les nombreux jeunes hommes syriens qui sont ici chez nous, eh bien écoutez, on les enrôle, on en fait des régiments encadrés par des officiers français, et on les envoie là-bas. Ne serait-ce que pour sécuriser les zones qui auront été libérées. Pour défendre leur patrie, leur famille. Mais attendez, c'est clair. C'est clair. Vous aviez sur TV Liberté, c'est cela je voulais vous dire, j'ai re-regardé vos précédentes prestations et vous avez déclaré, la première fois que vous êtes venu chez nous, que la conduite de François Hollande était indigne. Venant de vous, le terme est bien évidemment très dur. Est-ce que ce terme-là, vous le retirez au regard de la gestion de François Hollande, de l'épreuve que les Français, que nous traversons tous aujourd'hui? Alors, j'avais dit la conduite de François Hollande est indigne relativement à sa décision d'envoyer les cendres de Jean Zay au Panthéon. Jean Zay qui avait traité le drapeau tricolore de torche-cul. Je maintiens que la conduite de François Hollande en la matière était indigne. Bon, ici, sa conduite n'est pas indigne. Elle est, comment dire, je ne sais pas comment dire d'ailleurs. Nous attendons un chef. Mais il n'est pas chef, cet homme-là. Il est dans un habit qui est infiniment trop grand pour lui. Pardonnez-moi, nous avions une sorte de slogan autrefois dans l'armée, quitte cet habit que tu déshonores. Bon, il est président de la République, d'accord, mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas chef. Il se met quasiment à pleurer devant les caméras. Mais en temps de guerre, le chef des armées, chef militaire qui se met à pleurer parce qu'il y a des morts, mais c'est pas possible. Qu'il y ait de la compassion, c'est normal, il en faut de la compassion. Moi aussi j'en ai, et j'ai prié pour les victimes. L'a-t-il fait, lui? Mais ceci étant, il est chef de guerre. On attend autre chose de lui. Non, je suis désolé, c'est un mou, il n'est pas à sa place, c'est pas un chef. Alors, il avait pourtant à Versailles une série d'annonces, prolongation de l'état d'urgence, modification de la Constitution et création d'une garde nationale. Est-ce que pour vous, ces trois thèmes, ceux-là, sont des réponses efficaces à la situation? D'abord, avant de parler de ces propositions directement, je dirais que j'ai entendu parler de changements constitutionnels, de nouvelles lois, etc. Ok, d'accord, très bien. Mais
rien de cela ne fonctionnera s'il n'y a pas un chef. En temps de guerre, il faut un chef. C'est tout. Hein. Nous avons aussi un autre slogan, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Hein. Et on peut avoir les meilleurs armements du monde, s'il n'y a pas de chef, ça sera la débandade, et l'échec, et la défaite. Bien. Au-delà, je constate aussi qu'il faut encore une fois attendre le pire pour réagir, au lieu de pro-agir, au lieu d'agir avant, au lieu de réfléchir. Il n'y a pas au niveau de l'État de réflexion stratégique, manifestement, de réflexion prospective, envisager les menaces futures et agir avant. C'est ça qu'on attend aussi d'un État. Manifestement, ça n'existe pas. C'est au dernier moment, après le pire. Bien. Un point particulier, la garde nationale. Quand le président Chirac, en 1996, a décidé de suspendre le service national, j'ai fait partie d'un groupe d'officiers qui a proposé, un groupe d'études bien entendu, qui a proposé officiellement, la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la garde nationale. Bon, peu importe le terme, c'est encore un américanisme de plus. Et bien entendu, ça a été refusé pour des raisons budgétaires. Voilà. En estimant que la menace n'était pas suffisante. Bien sûr, à ce moment-là, la menace n'était peut-être pas suffisante. Mais il faut des années pour constituer ce qu'on appelle une garde nationale. Il suffit rappeler les réservistes. Oui, non, mais ça c'est simple, rappeler les réservistes. Mais il faut aussi les habiller, les loger, les former, les reformer. Et c'est pas suffisant. Il n'y en a pas en nombre suffisant. Et les réservistes, ils ont un métier. Ils ont un métier. On les rappelle pour un certain temps. Mais certains sont chefs d'entreprise. Comment vont-ils faire? Comment va tourner leur entreprise? Mais c'est pas possible. Donc, je crois que la vraie solution, d'abord, à très court terme, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire du point de vue technique. Il y a des décisions à prendre, certes, mais qui ne prospéreront, qui ne trouveront une véritable efficacité que dans quelques mois, quelques années. Mais il faut surtout se dire que cette guerre va durer. Elle va durer. Donc il faut instantanément, ce qui a été fait, décider de renforcer les effectifs du renseignement, des forces de sécurité intérieure, sachant qu'il faudra du temps pour les former. Et pour former un homme de renseignement, je crois qu'il faut 3 ans, voyez-vous. 3 ans. Ah, c'est facile de dire, on augmente de 500. Oui, mais ils seront efficaces dans 3 ans. Donc, il y a une forte hystérésis. Bien. Ensuite, je crois surtout qu'il faut aujourd'hui décider, étant donné que cette guerre va durer, je peux dire après pourquoi elle va durer, si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Il faut tout simplement refaire le service militaire. Relancer le service militaire et peut-être plus globalement le service national, parce que nous sommes là focalisés sur des événements graves qui sont produits il y a quelques jours. À juste titre, nous sommes focalisés, mais il ne faut jamais oublier que quand on est homme d'État, il faut tout voir globalement. Globalement. Or, nous sommes menacés dans notre chair, c'est évident. Mais nous sommes aussi menacés par nous-mêmes, par notre manque de cohésion. Et il n'y a pas de famille disloquée qui tienne. Il n'y a pas de nation disloquée qui tienne. C'est pas possible. Or, la nôtre est complètement disloquée. Du fait, en particulier, de l'action des gouvernements que nous avons eus depuis 40 ans, qui ont favorisé le communautarisme, qui ont contrecarré l'assimilation des immigrés, qui ont considéré, comme ça a été dit explicitement, que la loi est le résultat d'un rapport de force, donc la loi du plus fort, donc la loi de la jungle, etc. Tout cela a disloqué notre nation. Donc, si vous voulez, quand on regarde l'affaire globalement, nous avons besoin, en plus d'un service militaire pour nous aider à réagir militairement à ces actions, à prendre en compte cette affaire, d'un service national de recohésion de la jeunesse. Il y a un énorme travail à fournir, ça coûte, oui, ça coûte, mais pour ça, il faut trouver de l'argent. Je sais où le trouver. Et pourquoi vous dites que la guerre va continuer? La guerre va continuer parce que, voyez-vous, si du moins nous ne prenons pas les mesures adéquates pour qu'elle cesse. Si on continue d'avoir des M. Hollande ou M. Sarkozy, elle continuera la guerre. Si nous continuons d'avoir la même classe politique qui pense beaucoup plus, M. Valls, quelques heures avant seulement les attentats, nous disait qu'il faut barrer la route au Front National. Mais quel intérêt? À côté des 130 morts. Quel intérêt? Bien.
Si nous continuons d'avoir la même classe politique, elle durera la guerre, parce que nous continuerons à avoir une politique de décohésion sociale. Nous continuerons à avoir une politique qui comment dire, nous culpabilise, nous Français, par rapport aux Maghrébins, par rapport à l'islam. Enfin, bon. Donc, elle continuera parce que, d'un côté, nous continuerons d'être, nous, dans dans une zone de dépression idéologique, spirituelle, intellectuelle, des gens qui sont tentés, une nation qui est tentée par le suicide, par le déclin, etc., et qui voit à court terme, qui est matérialiste, alors que eux, de l'autre côté, voient non seulement à long terme, mais à l'échelle des siècles. À l'échelle des siècles. Nous avons peur de la mort, ils n'ont pas peur de la mort. Ils l'ont prouvé, hein, même s'ils sont instrumentalisés. Ok, d'accord, mais ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont prêts à tout. Ils veulent conquérir. Nous voulons simplement nous protéger. C'est ahurissant. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, surtout avec des wahhabites, hein, si nous ne sommes pas fermes, si nous ne montrons pas une détermination totale, et si nous n'agissons pas en fonction de cette détermination, la guerre continuera. Et elle peut continuer jusqu'à la disparition de la France, ou l'islamisation de la France. Et vous évoquez même le risque d'une guerre ethnique, c'était sur France 3, je crois, hier soir, oui. Une guerre ethnique et religieuse en France. Mais sur quoi se fonde véritablement votre point de vue? Alors, ça fait une guerre religieuse, il faut qu'il y ait deux religions qui s'affrontent pour l'instant. Oui, ou deux religions, ou une religion. Et vous savez, alors pendant longtemps, j'ai pensé que nous irions vers une guerre civile. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est les manifs pour tous. Quand j'ai vu que les forces de l'ordre, sur ordre de M. Valls, matraquaient des mamans poussant des poussettes, et dans des manifs complètement pacifiques, je me suis dit, c'est impossible. Et si vous voulez, la pente était prise pour que nous allions progressivement vers quelque chose de dramatique. Et je me suis dit, c'est pas possible. On peut aller à la guerre civile si c'est mal géré. J'y crois moins maintenant. J'y crois moins parce que, du fait de ces attentats, janvier et maintenant, il y a une prise de conscience en France de ce que, l'essentiel n'est pas dans ce que nous disent les politiques, l'essentiel est dans notre cohésion nationale. Il y a une prise de conscience dans notre cohésion nationale et on rencontre des gens qui prennent conscience des racines de la France. Et je reviens à Kamel Béchik, donc hier, il m'a dit, moi je suis français. Et en France, il y a une manière catholique d'être athée. Et moi, j'ai une manière catholique d'être musulman. C'est surprenant, hein, parce que la France, dit-il, est ontologiquement catholique, c'est-à-dire par essence. Et les gens en prennent doucement, très doucement conscience. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'amener tout le monde à la messe, le problème n'est pas là. Mais de reprendre conscience de nos racines qui sont la réalité historique. C'est notre moi profond, c'est le moi national profond, ça, toutes ces racines chrétienne. Il disait, mais les jeunes musulmans de France, ils ont envie d'être français, mais ils aiment Jeanne d'Arc, ils aiment Saint-Louis, ils supportent pas Voltaire. C'est Kamel Béchik qui parle. Hein. C'est-à-dire que là, si vous voulez, il est vraiment, lui, dans la France de toujours, quoi. Et je crois que tout doucement, les gens prennent conscience de cela. Si bien que, si ce ne sont pas des chrétiens affirmés et pratiquants qui vont se dresser contre les musulmans, ça y ressemblera un petit peu. Mais tout cela est possible si l'affaire est mal gérée. Hein, quand je constate que, suite à ma dénonciation du wahhabisme, eh bien, il y a toute il y a un petit flot, petit pour l'instant, mais il y a un flot de jeunes musulmans qui adhèrent à mon association. Parce qu'ils ont envie d'être français. Ils se sentent français, mais ils se sentent marginalisés, un peu rejetés par le flot commun. Votre association, vous avez écrit un ouvrage dont le succès ne se dément pas, qui s'appelle « Rebâtir la France ». Et de manière surprenante, vous
vous êtes dans une vision quand même bien différente en fait de certains journalistes ou intellectuels. On pense bien évidemment à Éric Zemmour qui lui fait le même constat que vous, mais en conclut que la France s'est suicidée et que donc la France c'est fini. Et vous n'avez pas cette vision-là. Vous avez, au contraire, vous me disiez même avant le début de cet entretien, c'est pas un secret que on avait toujours ce moyen de repartir. C'était le militaire qui parlait. Non seulement c'est le militaire, mais c'est les leçons. Ce sont les leçons de l'histoire de France. Je crois que c'est un Britannique qui, au moment de la Révolution de 89, alors que ses concitoyens se réjouissaient de voir la France dans l'état de délabrement avancé dans lequel elle était, leur disait méfiez-vous. La France est le pays qui connaît les plus grands abaissements, suivi des plus grands redressements. Et c'est quelque chose qu'on a connu tout au long de notre histoire, tout ça. Et je suis intimement persuadé que la France vivra. Elle va rebondir. Cette occasion de cette guerre qui nous est faite, Daesh, les migrants, l'invasion, il faudrait quand même dire les choses telles que je les pense, et puis ces attentats en France sont effectivement très durs à vivre. Mais c'est une formidable occasion de rebondir. Et c'est là qu'il nous faudrait un chef à la hauteur, que nous n'avons pas. Et donc, moi, je crois qu'en la circonstance, et en toute chose, il y a non seulement de l'espoir, mais il faut se remémorer 3 mots extrêmement forts qui doivent nous guider aujourd'hui et pour toujours. Courage, confiance et calme. Dans l'adversité, courage, confiance et calme. Et c'est le redire personnellement, quotidiennement. Et c'est les dire à notre entourage. Courage, confiance et calme. C'est avec courage que vous avez été soldat, c'est avec confiance que vous croyez en votre patrie, c'est avec calme aussi que vous avancez sur la scène politique. Est-ce que les événements vous renforcent dans votre idée, d'une manière ou d'une autre, de vous mettre au service de la patrie un peu plus? Vous aviez dit aussi sur TV Liberté, président de la République. Pourquoi pas? Oui, mais je répète, président de la République, enfin, candidat à la présidence de la République, parce que pourquoi pas, oui, et je ne peux pas prendre ma décision fermement aujourd'hui, c'est évident, mais chaque jour qui passe m'avance vers cette décision, et au mois de février, mars, je ne sais pas exactement, je publierai un nouveau livre qui sera un projet pour le quinquennat. Très, très objectivement, et nous continuerons. Je dis nous parce que j'ai une équipe avec moi maintenant, et nous allons maintenant, dans les jours qui viennent, avant la fin de l'année, créer un mouvement politique qui est appelé à porter ma candidature éventuelle, probable. Et là, ma première question, quand nous nous sommes rencontrés la première fois, c'était est-ce que vous vous sentez plus général de Gaulle que général Boulanger? C'était une boutade, mais aujourd'hui, quelle est votre vision que vous avez, celle d'un général qui va sauver la France? Non, celle d'un général. Je suis général non pas par accident, mais par culture, par profession. D'abord, ni De Gaulle, ni Boulanger, ni Bonaparte, ni Saint-Louis. Enfin, je suis Tauzin, quoi. Didier Tauzin, ça me suffit. Il faut déjà le vivre, et c'est ça, c'est ma vocation à moi. Ensuite, c'est toujours une affaire de circonstances, voyez-vous. Les circonstances qu'a vécu Boulanger, celles qu'a vécu Bonaparte, celles qu'a vécu De Gaulle, etc., ne sont pas celles que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je suis certes général, je suis surtout un amoureux profond de la France. J'ai une passion pour la France, et puis une certitude totale, elle vivra. Alors aujourd'hui, elle court de très gros risques. Je pense que nous avons quelques années de très gros risques, après lesquels, si bien sûr nous voulons nous mettre au travail sérieusement, après lesquels la France s'épanouira de nouveau. Mais là, il y a de très gros risques, parce que, 1, nous sommes dans des graves difficultés, 2, nous avons des hommes politiques qui ne sont pas du tout à la hauteur, nous avons un système politique qui est complètement dépassé, parce que c'est ce que De Gaulle, donc en l'occurrence, appelait le système désastreux des partis, c'est-à-dire des grands féodaux, comme autrefois sous la royauté, qui se partagent finalement la souveraineté, qui vivent aux dépens de la France et des Français. Donc oui, c'est très difficile. Et puis il y a tous ces communautarismes, toutes ces difficultés. Mais quand on se promène en France, il y a un foisonnement d'énergie qui ne demande qu'à vivre, qu'à se développer, et qui sont empêchés de le faire par une multitude de carcans. Au premier rang desquels, l'État.
L'État qui aujourd'hui non seulement ne remplit plus ses fonctions à lui, nous l'avons vu encore ces jours-ci, puisqu'il est incapable de protéger les Français, alors que ce sont ses fonctions, mais qui en plus, si vous voulez, par démagogie, incapacité à gouverner, mélange entre la fonction de gouvernement et la gestion, mauvaise gestion, si on en croit, si on en voit notre dette, eh bien, l'État sclérose complètement les capacités des Français. Il faut donc d'abord, c'est l'une des premières choses à faire, ramener l'État à ses fonctions, réduire drastiquement la dépense publique, ce qui donnera à la nation une capacité de financement qui lui permettra de rebondir. Et vous verrez, dès lors, ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, il faut bien entendu rebâtir la politique comme service. Aujourd'hui, ce n'est plus un service. Il faut rebâtir la politique comme service de la France et des Français. Et donc revenir à notre conception traditionnelle de la politique, ce qui suppose aussi de revenir à la conception française et occidentale de l'homme. L'homme qui est créé, que ce soit d'un dieu ou par la nature, il est créé. Voilà. Et tout doit être mis à son service. L'économie, les technologies, enfin tout. Tout est mis à son service. Et à partir de là, si vous voulez, nous rebâtirons la France sur plusieurs piliers. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Oui. Écoutez, on n'est pas tenu par le voilà. À partir de là, nous rebâtirons la France. La libération des énergies, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout à fait nécessaire. Il faut repartir aussi des familles, de la famille, parce que il est clair que la famille, dans tous les pays, ce n'est pas comment dire propre à la France, c'est partout. La famille reste la cellule de base de la société. C'est elle qui assure le renouvellement des générations. C'est elle qui est le premier lieu de civilisation et d'humanisation de l'homme. Elle est le premier lieu économique. Elle est le refuge, etc., etc. Voilà. Donc une politique de la famille et de l'enfant. Jamais oublier. Politique de la famille et de l'enfant très forte pour redonner vie à nos familles qui aujourd'hui souffrent terriblement. Ensuite, il y a la cohésion nationale, j'en parlais tout à l'heure. Alors là, il y a énormément à faire. J'ai parlé du service national, mais refaire l'ascenseur social. Il n'existe plus cet ascenseur social. Même dans les armées, on a beaucoup de difficultés à le maintenir. Même dans les armées. Donc ça suppose, bien sûr, aider les plus faibles et les défavorisés, c'est évident. C'est ce que j'ai fait autrefois dans ma dernière année de vie professionnelle en créant l'établissement public d'insertion de la défense. Mais il faut aussi responsabiliser les Français. C'est ça l'État-providence. La providence, c'est pas de tout faire à la place des Français, de leur donner tout à manger sans qu'ils n'aient rien à faire. Non, c'est au contraire de les responsabiliser. La responsabilité est l'un des facteurs de la dignité de la personne. Voilà. Responsabilité personnelle, responsabilité de son époux, de ses enfants et puis de la nation. Nous sommes tous co-responsables du bien commun. Et enfin l'enseignement. Vous êtes en campagne ? Je suis pas en campagne, je réfléchis, j'avance. Non, je ne suis pas. Oui, bah, si ça viendra un jour, sans doute. Alors on a l'occasion de vous revoir dans ce cas. Merci. Merci.